Et c'est l'heure maintenant du journal de l'économie. Installez-vous confortablement et profitez de votre rendez-vous de l'économie avec la nouvelle classe business de Brussels Airlines. Un journal qui vous est présenté par Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Hélène. Les Suisses ont donc dit non au salaire abusif pour les patrons des grandes entreprises. Berne va ainsi rattraper son retard en matière de gouvernance. Mais qu'est-ce qui se passe dans les autres pays? En fait, la plupart des pays occidentaux se sont penchés sur cette question sensible du contrôle des salaires de ces grands dirigeants par les actionnaires. Et c'est un phénomène d'autant plus vrai que la crise est passée par là et que l'opinion et les actionnaires sont de plus en plus hostiles à des salaires qui pourraient être jugés indécents en cas de situation difficile, notamment dans certaines entreprises. Alors en fait, si ce contrôle de salaire existe dans la plupart de ces pays, il est souvent appliqué de façon consultative. Seuls les Pays-Bas, l'Afrique du Sud, le Portugal et les pays nordiques présentent un dispositif contraignant, mais les choses commencent véritablement à bouger puisque le Royaume-Uni devrait appliquer ce type de dispositif contraignant d'ici au mois d'octobre. Quant à la France, pour l'instant, rien n'existe. Seul un récent rapport parlementaire plaide en faveur de la mise en place de ce type de dispositif. Et c'est dans ce contexte que les ministres des Finances de la zone euro se prononceront ce soir sur une autre limitation de rémunération. Cette fois, ça concerne les bonus des banquiers. Oui, c'est cet accord dont on a parlé la semaine dernière qui a été obtenu à la Commission européenne à Bruxelles et qui veut faire en sorte que les bonus des banquiers n'excèdent pas leur salaire fixe. Et puis il y a un autre thème qui sera discuté aujourd'hui entre les ministres des Finances de la zone euro, c'est le sauvetage de Chypre, même si aucun accord devrait aboutir aujourd'hui, tant les divergences sont nombreuses au sein des dirigeants européens. Il y a d'un côté l'Allemagne qui veut que les épargnants chypriotes participent au financement de ce plan d'aide. Et puis il y a ceux qui disent qu'au contraire, si l'on faisait ça, eh bien, ça pourrait créer un mouvement panique de retrait massif au guichet des banques. On va regarder maintenant ce qui se passe sur les marchés asiatiques. C'était du rouge tout à l'heure. Toujours beaucoup de rouge, notamment sur les places chinoises, en raison de l'annonce de nouvelles mesures pour freiner le marché de l'immobilier. La bourse de Tokyo, elle évolue toujours en hausse grâce à un nouveau repli du yen qui profite aux groupes exportateurs nippons. Et puis ce vendredi, Wall Street a clôturé en légère hausse, soutenue par de bons statistiques économiques. L'absence d'accord budgétaire entre le Congrès et la Maison-Blanche n'y a rien changé. Les investisseurs avaient déjà largement anticipé un échec des négociations et l'entrée en vigueur des coupes automatiques. Il n'y a donc pas eu de miracle à Washington. Les républicains et les démocrates n'ont pas trouvé d'accord pour réduire la dette et les déficits. Résultat, des coupes automatiques dans les dépenses publiques, 85 milliards de dollars. Rien que pour cette année, cela veut dire plus de 2 millions d'emplois publics supprimés et des aides sociales qui disparaissent. Et puis il y a un autre exemple des difficultés budgétaires qui frappent le pays. La ville de Détroit est menacée d'une mise sous tutelle. Le gouverneur du Michigan a déclaré l'état d'urgence sur les finances de la ville au bord de la faillite. Les précisions d'Anne Sweetmont. Sale temps sur Détroit. Des maisons abandonnées, une gare fantôme. Le berceau de l'industrie automobile américaine est au bord de la faillite. La municipalité devrait finir son exercice fiscal avec un déficit budgétaire de 100 millions de dollars pour un passif de 14 milliards. Conséquence, le gouverneur du Michigan envisage d'ici quelques jours de nommer un tuteur pour remplacer le maire. Son rôle, fermer des départements entiers de la municipalité, modifier les contrats de travail, vendre des actifs. Nous sommes dans cette situation parce que la ville de Détroit a connu une chute vertigineuse de sa population. Elle est passée de 1,8 million dans les années 50 à 700 000 aujourd'hui. Malgré cette chute, la mairie n'a pas su évoluer et adapter le niveau des services publics. Mais l'exode rural n'est pas la seule explication. Le coup de grâce, la crise de l'automobile, alors que dans les années 30, l'argent coulait à flot dans cette ville qu'on appelait Motor City, l'une des plus prospères des États-Unis. Aujourd'hui, après les restructurations du secteur, des dizaines de milliers d'ouvriers ont été licenciés. Les citoyens de Détroit méritent mieux. Travaillons ensemble, car pour que l'État du Michigan soit un grand État, nous avons besoin d'une ville de Détroit qui soit vraiment de retour. Et il y a bien des signes d'espoir. Avec des loyers bon marché, artistes et jeunes actifs réaménagent pour ramener à la vie des bâtiments pleins d'histoire. On passe à l'actualité des entreprises en bref et en images. Nouvelle semaine de grève chez Iberia en Espagne. Les salariés protestent contre les baisses de salaire et la suppression de près de 20% des effectifs. Au total, plus de 1200 vols sont annulés. La compagnie aérienne espagnole qui a fusionné en 2011 avec British Airways souffre de la crise et de la concurrence des compagnies à bas coût.
Et justement, EasyJet s'apprête à faire son entrée à la bourse de Londres, une consécration pour la compagnie low cost créée il y a moins de 20 ans. EasyJet compte aujourd'hui 214 avions, transporte 60 millions de passagers par an et pèse en bourse plus de 4,5 milliards d'euros. Et la valeur à suivre aujourd'hui à la place londonienne, c'est HSBC. La banque britannique doit annoncer ses résultats pour l'année 2012 dans la matinée, une annonce très attendue. En fin d'année dernière, HSBC a dû verser une amende record de près de 2 milliards de dollars aux autorités américaines pour mettre fin à des accusations de blanchiment d'argent liées au cartel de la drogue mexicain. Selon les médias britanniques, les bonus de ses dirigeants seront diminués de moitié. À la veille du salon de l'automobile de Genève, Paris souhaite une nouvelle fois relancer l'industrie automobile. Oui, le gouvernement pourrait donner un nouveau coup de pouce à l'achat de voitures neuves en incitant les automobilistes à se séparer de leurs vieux véhicules diesel polluants. Mais attention, pas de nouvelles primes à la casse, coûteuses et inefficaces. C'est ce qu'affirme le ministre du redressement productif. On écoute Arnaud Montebourg. Nous sommes opposés aux primes à la casse, que c'était une drogue qui a précipité nos constructeurs. Donc vous dites qu'il n'y a pas de prime à la casse? Non, dans la difficulté. Parce que vous avez vu comment tout s'est emballé. Ça fait trop de dégâts. Je préfère que nous incitions à la conversion. Donc c'est bien une prime. Oui, nous chercherons à la... D'abord, moi je ne veux pas qu'elle nourrisse finalement les constructeurs coréens Japonais, ou de coréens, toute autre nationalité chinois. qui ne sont pas fabriqués ni sur le sol européen, encore moins sur le sol français. Alors, inciter les automobilistes à changer de voiture, c'est pas franchement nouveau. On va regarder dans le détail toutes les mesures qui ont été proposées depuis 1940 avec nos confrères de France 2. Depuis plusieurs mois, il est interdit aux voitures âgées de plus de 17 ans de circuler. Encourager les Français à changer de voiture, l'idée n'est pas nouvelle. Mesures radicales dans les années 40, puis incitation financière. C'est Pierre Bérégovoy qui le premier promet une prime, 300 € à tous ceux qui achètent un véhicule neuf en échange de la destruction de leur véhicule de plus de 10 ans. 1994, Édouard Balladur reprend l'idée. Montant de l'aide, 760 €. Son successeur Alain Juppé prolonge le dispositif d'1 an. Car Balladurette et Juppette ont tenu leurs promesses. Les aides ont permis l'explosion des ventes de véhicules neufs, plus 30% en moyenne entre 1994 et 1996. Plus récemment, toujours pour soutenir l'industrie automobile, la prime à la casse est mise en place. Coût pour l'État, 1 milliard d'euros. Et là aussi, la mesure semble porter ses fruits. 20% des immatriculations de véhicules neufs ont bénéficié de cette mesure entre 2008 et 2010. Une nouvelle étonnante pour finir, la ville colombienne de Medellín a été sacrée ville la plus innovante par le Wall Street Journal. Oui, devant des villes comme New York, Londres ou encore Paris. Le quotidien américain consacre ainsi son nouveau réseau de transport et des services publics jugés très utiles pour ses habitants. Ce classement célèbre aussi la baisse de la délinquance dans une ville qui a longtemps été synonyme de violence et de trafic de drogue. Merci beaucoup Karina, merci à tous d'avoir suivi ce journal de l'économie. Pour vous, nous réinventons le voyage. Découvrez dès maintenant une expérience de vol inoubliable avec Brussels Airlines. Restez avec nous, d'ici quelques minutes, c'est Elisabeth Alain qui prend le relais pour une nouvelle demi-heure d'information en direct. Et tout de suite, c'est votre météo.